Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, pour l'instant, ils ne sont que deux, donc ce sera peut-être pas compliqué de les mettre trop d'accord. Les problèmes de transport parisien font que il n'y a je suis ravie. Arnaud Benedetti qui est là, professeur à la Sorbonne. Bonjour Arnaud, rédacteur en chef de l'excellente revue politique et parlementaire. Le nouveau numéro est paru hier, Sexe, corps et politique. C'est passionnant. Merci. Les rapports entre le sexe, la politique, le corps. J'ai pas encore tout lu, mais c'est en tout cas une nouvelle formule qui est très intéressante. Et on peut s'abonner. Bien sûr, sur le site de la revue politique et parlementaire. Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est un entretien avec Stéphane Rosès que vous publiez aux éditions du Cerf. Et puis également avec nous, c'est moins compliqué puisque vous êtes à distance, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio, tous les mercredis matins. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, et on attend Sophie de Menton et Gaëtan Dussosset, pardon. À propos de l'état des transports en Ile-de-France, on vient d'apprendre ce matin qu'il n'y aura ni vidéoprotection, ni climatisation, et la moitié des rames du RER B qui ne seront pas rénovées. Absolument. Voilà, donc je pense que c'est une nouvelle qui va ravir les franciliens. Oui, absolument. Et puis j'entendais également le patron d'Aéroports de Paris qui était sur une autre antenne ce matin, qui disait tout va bien. Moi, je dois vous dire qu'à chaque fois que je prends l'avion, il y a toujours un problème à l'aéroport, et en particulier en ce qui concerne les faux taxis, mais en ce qui concerne la mobilité, les personnes âgées ou les gens qui sont handicapés. Il y a des kilomètres et des kilomètres. Pour vous dire, je ne sais pas comment ils vont faire pour les JO samedi soir. Samedi soir, je suis resté bloqué 25 minutes dans un avion parce qu'il n'y avait personne pour apporter la passerelle. Mais c'est invraisemblable. On est sixième puissance. Tout est en train de s'émietter, c'est impressionnant. C'est quand même septième maintenant, on a encore régressé, et surtout, donc vous attendez une demi-heure et ensuite vous arrivez au pied d'un escalator qui ne fonctionne pas. Donc certes, il y avait à côté, si je suis honnête, un ascenseur qui pour le coup fonctionnait, mais vous avez des avions qui arrivent tous ensemble, et tout le monde peut pas. Il y a beaucoup d'escalators dans le métro aussi qui fonctionnent. Il faut le signaler. Mais je l'avais signalé moi sur Twitter, et j'avais reçu une magnifique réponse d'ADP, Aéroport de Paris. Qui fonctionne une fois tous les 3 mois. Et ADP m'avait envoyé un mot en me disant: est-ce que vous pourriez nous indiquer où est l'ascenseur en panne? Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas. C'est leur travail. Donc je ne sais pas comment ils feront pour les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques dont on pourra dire quelques mots également, puisque hier on l'avait évoqué, le prix des billets est absolument faramineux pour certaines épreuves, et en particulier pour la cérémonie d'ouverture. On va revenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier, président des classes moyennes. Moi, j'étais très impatiente de vous entendre ce matin parce que ce qu'on se disait avec Arnaud, on rase gratis, mais il n'y a pas encore dans le rasoir ni la mousse à raser. On n'a pas bien compris quand est-ce que les impôts... Il n'y a pas la lame non plus. Un an d'Elisabeth Borne à Matignon, et puis Manuel Valls, il faut stopper l'immigration. Alors on va commencer avec, comme d'habitude, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Arnaud, allons-y, nouveau numéro de moi, le coup de cœur, c'était un coup de cœur, je suis désolé, un peu intéressé, c'est la nouvelle formule de la revue politique et parlementaire. Alors peut-être un mot sur la revue politique et parlementaire. Oui, vous m'avez devancé, mais alors peut-être rappeler que la revue politique et parlementaire aura 130 ans l'année prochaine, en 2024, oui, ça se commémore. C'est une très vieille revue qui avait été créée à l'époque par des proches de Waldeck-Rousseau. Vous savez, Waldeck-Rousseau, c'est l'homme notamment de la loi sur les associations, qui a été président du Conseil. Et c'était une revue qui avait pour objectif... à la fois la défense de la République dans un moment très particulier sur le plan historique, avec l'affaire Dreyfus, les suites de l'affaire, les suites du boulangisme, etc., mais qui avait pour objectif, si vous voulez, d'éclairer le débat public et de permettre aux élites de l'époque de disposer d'un certain nombre d'analyses qui seraient utiles, j'allais dire, dans l'exercice de leur mission. On a gardé, bien évidemment, cet esprit depuis 130 ans. C'est une revue qui a eu des signatures particulièrement prestigieuses. Le colonel de Gaulle a publié son premier article dans une revue civile, dans la revue politique et parlementaire, en 1933 ou 1932, je ne sais plus exactement. C'était le premier chapitre de son livre Vers l'armée de métier. On a eu Aron, on a eu Hannah Arendt, etc., qui ont publié. Et là, on a conçu une nouvelle formule
avec un dossier, vous l'avez rappelé, sexe, corps et politique, avec un article notamment de Janine Mossus-Lavo, qui est une politiste très, très connue, qui a beaucoup travaillé sur le vote féminin, avec un article de Jean Garrigue sur une histoire un peu, j'allais dire, amoureuse de la République, avec une interview d'Édith Cresson, qui est revenue sur son parcours de Premier ministre lorsqu'elle a été nommée par François Mitterrand en 1992, etc., etc. Mais surtout, on a voulu donner plus de respiration avec des rubriques. Donc, on a beaucoup plus de rubriques. On a une rubrique, bien évidemment, politique et parlementaire. On a une rubrique influence. On a une rubrique mutation. On a une rubrique savoir. On a une rubrique économie, ressources, etc., etc. Une rubrique culture. Et avec un grand entretien. Et un grand entretien, on a le plaisir et l'honneur d'avoir interviewé l'ancien président de la République, François Hollande, qui nous a accordé... et qui parle de sexe ? Non, qui ne parle pas de sexe, mais qui parle de la situation politique internationale, de la politique de la France vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine, et puis aussi de l'avenir de la gauche et éventuellement aussi de l'avenir du macronisme. Donc c'est un entretien assez intéressant. Il faut reconnaître que François Hollande est un excellent analyste de la vie politique. C'est un très bon commentateur de la vie politique. Après, chacun appréciera ou non son action en tant que président de la République. Ça, c'est un autre sujet. Et puis un portrait aussi de Sonia Mabrouk et de son dernier, à partir de son dernier livre sur le sacré. Donc, si vous voulez, un coup de cœur pour vous. Un coup de cœur pour toutes les équipes de la revue politique et parlementaire. C'est vrai que c'est parce que je l'ai reçu hier et ça m'a donné c'est très difficile de faire vivre. Je dis, c'est très difficile de faire vivre une revue aujourd'hui, mais je pense que c'est absolument indispensable parce qu'au moins l'avantage des revues, c'est qu'on a de la distance on essaye d'avoir de la distance par rapport à l'actualité, ce qui ne nous empêche pas de traiter de l'actualité. Absolument. Voilà. Emmanuel Macron a rassemblé 6 millions de téléspectateurs hier soir, ce qui n'est absolument pas beaucoup. Ce qui n'est pas surprenant. Même un flop. C'est la limite, on en reparlera, mais c'est la limite de la sursaturation médiatique. C'est pour vous donner l'information tout de suite. Alexis, c'est un coup de gueule. Oui, un pas de côté parce qu'on a eu les résultats du concours pour devenir professeur des écoles et dans 3 académies, en fait, il y a moins de candidats et de candidates que de postes, tout simplement. Donc, c'est extrêmement inquiétant. À Créteil, par exemple, seulement 737 candidats alors qu'il y avait 1166 postes qui étaient ouverts. C'était à Versailles, la plus grande académie de France, 833 postulants alors que c'était 1280 postes qui étaient là. Et puis 80 admissibles en Guyane pour 165 postes. Alors c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire que à la rentrée, il y aura encore des élèves qui vont avoir des soucis à avoir des professeurs devant eux, que le recrutement peine pour un secteur quand même important, c'est celui de l'éducation. C'est l'avenir du pays en réalité. Quand on voit l'état des établissements scolaires, quand on voit le peu d'engouement finalement qu'il y a maintenant à devenir professeur malgré les sparadrames ici et là par Pape Ndiaye et Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a une mort programmée de l'éducation nationale qui, moi, me fait froid dans le dos parce que ça veut dire quelque chose de grave, ce manque de candidats, c'est que c'est un métier qui n'intéresse plus et derrière, la qualité des professeurs va aussi en pâtir. On va aller chercher un peu à boucher les trous, comme on l'a déjà fait avec les contractuels. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas à l'auteur, mais la question de la formation, elle est clé. Et c'est vrai que je ne comprends pas en fait que la France ne prenne pas l'ampleur des dégâts en fait de cette faillite programmée d'éducation nationale parce que derrière il y avait Elon Musk et d'autres qui étaient à Choose France et qui étaient encore à dire que oui, en France on a de la chance, on a d'excellents mathématiciens. Et si on regarde, on va avoir le même problème qu'avec le numerus clausus, c'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, on n'aura plus de mathématiciens en France. Et c'est très grave parce que derrière c'est l'innovation, c'est la projection aussi du pays, puis c'est le savoir et de voir ça, c'est extrêmement inquiétant. Moi, je pense qu'on aura toujours d'excellents mathématiciens. C'est pas le sujet. C'est que le problème, c'est que c'est le niveau moyen qui s'effondre. Et c'est la vraie difficulté. C'est qu'on aura toujours, malgré tout, une élite scolaire, universitaire, qui sera produite par tout simplement d'excellents établissements qui, eux, demeurent. Mais c'est le niveau moyen qui s'effondre. Si vous voulez, en fait, l'écart aujourd'hui ne cesse de s'accroître. C'est-à-dire l'école qui a été un instrument finalement d'émancipation et de promotion de l'égalité fonctionne de manière très inégalitaire aujourd'hui, en l'occurrence. Et bon, en effet, Alexis a tout dit. Il a dit le problème, c'est le manque de moyens. Le problème de moyens entraîne une crise des recrutements. La crise des recrutements entraîne une baisse du niveau de l'offre d'enseignement et évidemment une baisse du niveau ensuite scolaire. Et quand on voit finalement le rang de la France aujourd'hui dans les classements PISA
D'ailleurs, toutes disciplines confondues. Je ne parle même plus des disciplines littéraires, où là, on est véritablement dans un naufrage absolu depuis un certain nombre d'années, qu'il s'agisse de l'histoire, de la culture générale, de la littérature, etc., de la maîtrise de la syntaxe, enfin bon, j'en passe. Mais même dans les matières qui sont les matières scientifiques, en maths, en effet, en sciences, on voit que la place de la France ne cesse de se dégrader. Là, on voit, c'est aberrant, parce que effectivement, je l'ai vu aussi, Alexis Poulain. Donc il y a moins de profs, il y a moins de candidats que de postes. Donc c'est ahurissant. Tout est dit. Ahurissant. Et dans la santé, ça va être pareil. Enfin, c'est déjà pareil. C'est déjà la même chose. C'est déjà pareil dans la santé, puisque les élèves infirmiers quittent à 10% la formation avant la fin de la formation. Donc, on a vraiment dans tout ce qui est l'État-providence, ce qui devrait être en fait le progrès, une régression terrible. Et je pense que l'augmentation des inégalités scolaires va faire exploser bien sûr les inégalités économiques. Et c'est un modèle intenable à terme. Intenable. On se retrouve dans un petit instant, 9h14 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes au complet. Sophie de Menton vient d'arriver, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, ainsi que Gaëtan Dussaucet, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour et bienvenue à vous. Sophie, votre coup de cœur Oui, alors c'est d'ailleurs un coup de cœur et un coup de gueule réunis. En l'occurrence, le coup de cœur, c'est que la rédaction en écriture inclusive de l'université de Grenoble concernant les statuts de l'université a été annulée. Le tribunal administratif qui a dit maintenant stop. Mais c'est extraordinaire parce que ça a été annulé, bravo, si on veut. L'Académie française a réagi il y a des années. Le 16 mai 2020, le conseil d'administration de l'université avait adopté les statuts du service des langues de l'établissement, mais le texte avait été rédigé malgré la circulaire d'Édouard Philippe, qui en 2017 enjoignit l'administration et les services de l'État de ne pas faire ça. Alors maintenant, c'est insupportable, ça suffit. Il y a même des plaques de rue. Cette écriture inclusive, le texte à Grenoble, il faut le lire. Oui, oui. Où ça ? Mais comment ? Les plaques de rue ? Citoyens, citoyennes, citoyens de. C'est pas supportable, c'est pas lisible, c'est pas compréhensible, mais qui dirige ce pays ? Il y a un Premier ministre, des lois, des décrets, etc. Ben non, ça continue. Et je crois que c'est ça qui me rend dingue, c'est tellement symbolique. Aujourd'hui, après je ne sais combien de temps, l'université de Grenoble va devoir rédiger. On va voir combien de temps ils mettent. D'ailleurs, ils savent peut-être plus écrire. Mais à l'université, c'est une vraie... chez vous non, pas dans mon université, en tout cas pas dans mon UFR. Mais oui, alors en effet, vous voyez que dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieurs, mais au-delà même, parfois dans des municipalités aussi, on utilise l'écriture inclusive. Et la fac qui est une écriture. Alors le pire, c'est que si vous voulez, au moment où les enfants ont les pires difficultés à maîtriser la langue française, on rajoute une complication dans l'usage de la langue française. Donc c'est absolument aberrant. Et les accords de participe passés avec de l'inclusif. On n'en est même pas là. Je ne fais même pas de réflexion sur le fait qu'à la fac, on demande à une jeune fille de 17 ans de mettre sexe, féminin, masculin, autre. Non défini. J'ai vu aussi. J'ai vu ça. C'était votre coup de gueule. Gaëtan. Oui, c'est un coup de gueule également. Alors pas sur l'état des transports, parce qu'on aurait pu en parler, d'où notre retard un peu collectif à tous aujourd'hui. Mais plus en fait sur cette espèce de méthode couée de la part du gouvernement qui consiste à essayer de répéter autant de fois que possible que tout va bien, non seulement en ce qui concerne l'inflation et la situation de l'inflation. On se souvient d'Elisabeth Borne, donc première ministre, qui avait dit il n'y a pas si longtemps que ça que les prix grâce au trimestre anti-inflation avait baissé de 5%. En réalité, au même moment, c'était sur le mois de mars, l'INSEE démontrait qu'au contraire, il y avait 1,5% d'augmentation des prix à la consommation des produits alimentaires et hygiéniques malgré les promesses du gouvernement. Et la rebelote, c'est Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, qui nous dit que pareil, ça a été un succès triomphant, ce trimestre anti-inflation du gouvernement, que les prix ont chuté de 13%, alors qu'au même moment, une étude UFC Que Choisir démontre qu'au contraire, dans la plupart des enseignes, et y compris d'ailleurs sur les produits qui étaient concernés par le panier anti-inflation du gouvernement, en réalité, les prix ont continué d'augmenter. C'est le cas dans le système U, à Intermarché, Carrefour, etc. Alors,
on sait que le gouvernement essaye de faire à coup de subventions, de chèques, etc. Mais force est de constater, encore une fois, que c'est pas la bonne méthode. C'est pour ça qu'au Rassemblement national, on demande plutôt une baisse drastique de la pression fiscale, notamment en agissant sur la TVA. C'est probablement vrai, mais le calcul des prix anti-inflation ou inflation, etc., est très compliqué en ce moment. Ça dépend quelle catégorie vous analysez, quelle catégorie de prix. Pardon ? Les enseignes aussi, non ? Ça dépend des enseignes, ça dépend aussi du type de produit. Il suffit qu'il y en ait un, il y a encore des produits qui ont augmenté, parce que ils ont augmenté pour des raisons X. Donc, à partir du moment où vous avez ça fausse complètement les calculs. Donc, c'est impossible en ce moment, d'après les professionnels, c'est vraiment impossible de calculer sérieusement le coût de l'inflation, en particulier dans le domaine alimentaire. Oui, alors l'UFC Que Choisir a été épinglé par Bruno Le Maire. En disant que le calcul n'était pas... parce que forcément, ça dessert l'argumentaire du gouvernement et les objectifs qui étaient fixés. Ça ne va pas évidemment dans leur sens quand ils essayent de faire avancer une méthode que nous dénonçons et que nous estimons ne sont pas la bonne. On en est à un point. Je trouve qu'en fait, le problème, c'est que quand on a un ministre de l'économie qui, en direct, sur une matinale très regardée, eh bien, en fait, bataille à propos de chiffres, remet en question la méthodologie ou bien la sincérité d'une étude qui est faite, en fait, je trouve que ça illustre une fois plus, d'ailleurs, cette grande déconnexion qu'il y a de la Macronie. C'est pas faux, sauf si l'étude est fausse. Vis-à-vis des Français. Oui, mais en fait, si vous voulez, parfois, il n'y a même pas besoin d'études. Là, je les prends pour les citer, je les prends pour solidifier l'argument. Mais en réalité, l'intégralité des Français, quand ils font des courses, on voit bien que leur quotidien a changé et que le caddie, aujourd'hui, coûte excessivement plus cher. Même Emmanuel Macron, hier soir, lors de l'interview, a parlé de son caddie. Il dit, quand on voit ce qu'on a dans le caddie... oui, c'est ça. C'est quand la dernière fois qu'il a poussé un caddie, Emmanuel Macron? J'aimerais bien savoir. Brigitte ne veut plus y aller. Je ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, il dit, quand on voit ce qu'il y a dans le caddie, ça m'a évidemment fait sourire. Donc hier soir, il était le président de la République au JT de TF1. Alors l'audience, c'est 5 870 000 téléspectateurs, 23% de part de marché. C'est à peu près dans la moyenne de ce qu'il avait fait la dernière fois, lors de sa dernière interview. Il avait fait plus lors de son adresse aux Français il y a 15 jours, 3 semaines, il me semble. Interview peut-être. Oui, interview, le 20h de TF1, première partie, 470 millions, donc c'est dans la moyenne. C'est vrai qu'il n'y a pas une énorme attente, il n'y avait pas une énorme attente, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors vous l'avez regardé, j'imagine, les uns et les autres. Oui, j'ai regardé. Et effectivement, ce qu'on a retenu, c'est cette annonce pour le moins floue de faire baisser les impôts pour les classes moyennes, avec cette phrase dans laquelle il dit j'ai demandé au gouvernement de voir comment on pouvait faire. Donc en général, on regarde comment on peut faire, on annonce après, non Arnaud? 2 milliards. Ouais. Un tout petit commentaire là-dessus. 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Mais moi, ce qui me scotche, c'est qu'il y a 8 jours, il a annoncé 2 milliards pour les vélos. Oui. Il a dit, je mets 2 milliards. J'ai rêvé ou pas? Je voudrais que Arnaud, c'est la même chose. 2 milliards pour que les Français soient à vélo. On est au pays, c'est ubuesque. Et il annonce là 2 milliards pour la baisse des classes moyennes. C'est de l'argent magique, hein? Non mais c'est même de l'argent. Oui, mais le rapport entre je vais subventionner 2 milliards pour des vélos, le rapport entre ça et la vie des Français des classes moyennes, là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est psychologiquement il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la phrase, j'ai demandé au gouvernement d'y travailler, mais je ne veux pas ici fermer des portes parce qu'il peut y avoir des choses intelligentes à faire sur une partie des charges que vous payez, des cotisations que vous payez quand vous êtes salarié. Mais moi j'ai entendu un économiste, je suis nul en économie ce matin, qui expliquait que c'était un calcul absolument absurde que d'imaginer qu'en baissant les charges, ça allait relancer l'économie. Ça dépend quelle charge. Oui, alors Alexis Poulain. Moi, je crois que c'est clinique, hein, cette surabondance de logorée, cette parole permanente. On a l'impression d'un VRP de foire qui annonçait hier les investisseurs qui viennent et qui s'en vont, qui est là pour essayer de se mettre en scène. J'ai le même sentiment que lors du grand débat après les Gilets jaunes, c'est-à-dire capter la parole, capter l'attention, faire tourner les caméras sur lui pour couper court à tout débat démocratique dans ce pays, couper court aussi à toute contestation. Et c'est quelque chose d'assez triste parce que c'est n'importe quoi en fait. On est là dans un amateurisme total, mais ça c'est pas nouveau. Mais là ça devient dangereux parce qu'on a d'un côté Bruno Le Maire qui nous promet une politique de
d'austérité pour retrouver la règle budgétaire sous les 3% en 2027. Courage à lui et à nous surtout. Et puis de l'autre côté, Emmanuel Macron qui promet toujours plus, toujours des choses et qui dit le mépris, vous savez, c'est de mentir aux Français. Mais il ne fait que mentir depuis qu'il est en poste, depuis qu'il est en campagne permanente, parce qu'Emmanuel Macron, c'est ça, c'est la campagne permanente. Même si il ne se représente pas en 2027, on a l'impression qu'il est déjà en train de faire campagne pour 2027. Et c'est affolant en fait, parce que un président, ça ne devrait pas faire ça. Et je crois que là, on arrive à la fin de ce système-là, ce système Macron, c'est-à-dire l'esbrouf, l'agitation, parce que c'est pas du mouvement, c'est pas du progrès. Et je crois qu'il faut à un moment dire stop. Et là, c'est dangereux parce que c'est n'importe quoi. Et ça se voit, je pense que les investisseurs sont pas dupes, ils vont profiter bien sûr de quelques mesures d'adaptation pour faire investir et ouvrir quelques usines le temps qu'il faudra. Pour le reste, je vois pas l'once d'une réindustrialisation ou d'un plan pour la France. Alors on est un peu rabat-joie, parce qu'en même temps il annonce qu'il baisse ses impôts, on râle, on annonce qu'il y a des investisseurs, on râle, mais il annonce. Non mais attends, il a annoncé. Alors attends, mais l'annonce c'est de la communication, c'est pas forcément, c'est de la politique, mais c'est pas, je veux dire. Il a dit que ce serait dans 3 ans. Il a dit quand la trajectoire, il a dit surtout quand la trajectoire budgétaire le permettrait. Oui. Donc ça ne veut rien dire. Moi je peux tous les jours dire je vais vous donner de l'argent. Je veux dire c'est pas un souci. Bon, il n'y a rien à vous donner. Moi ce qui m'a scotché, c'est le délai. Ce qui est bon. On est clairement dans une contre-offensive médiatique pour essayer de tourner la séquence du conflit sur les retraites, d'autant plus qu'ils ont une échéance le 6 juin avec une nouvelle mobilisation des syndicats, et le 8 juin, en principe, la discussion de la proposition de loi du groupe parlementaire Lyotte visant à abroger le texte qui a été promulgué. Donc tout est mis en œuvre par le président de la République et par son gouvernement pour essayer de finalement faire évaporer cette séquence retraite. Le problème, c'est qu'il n'est plus écouté, il n'est plus entendu. Et la meilleure preuve, c'est les chiffres. Les chiffres. Le seul événement, finalement, de cette interview du président de la République, c'est les chiffres d'audience. 5,8 millions pour un président de la République aujourd'hui, ça démontre que même sa stratégie de communication commence aujourd'hui à s'essouffler. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a peu de temps, il y avait un sondage qui montrait, on posait la question aux Français, je ne sais plus quel était l'institut, peu importe, mais on posait les questions aux Français et c'est à mon avis le plus inquiétant pour Emmanuel Macron. Mais est-ce que vous l'écoutez encore ? Vous aviez plus de 65% des Français qui disaient qu'ils ne l'écoutaient plus. C'est-à-dire que quoi que dise le président de la République, non seulement on n'est pas d'accord avec lui, mais on ne veut même pas l'entendre. Donc il est devenu inaudible. Je ne comprends pas cette stratégie de communication, si ce n'est, elle a un seul objectif, c'est de tenir coûte que coûte, aujourd'hui, politiquement, son mandat. Alexis Poulain disait, on a l'impression qu'il est candidat en 2027, il ne pourra plus l'être constitutionnellement. Mais l'enjeu pour lui, c'est pas ça, évidemment. L'enjeu, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de pouvoir faire tenir sa législature. Parce qu'il est quand même dans une situation où il n'est pas loin du collapsus. Et on ne parle plus de la réforme des retraites non plus pendant ce temps-là. Donc il y a aussi le côté où on passe à autre chose. Oui, mais alors, la législature n'a pas un an. La législature n'a pas un an. On a voté au mois de juin dernier, le 21 ou le 22 juin. On est aujourd'hui dans cet état, et ce qui est tout à fait logique. Parce que les résultats des élections législatives, j'allais dire, déjà, d'une certaine manière, contenaient ce qui allait se passer. Mais il y a quelque chose que je comprends vraiment pas, psychologiquement, c'est que tout d'un coup, il y a une logorée, en fait, pas du président directement, mais de la communication. Sophie, vous allez y revenir parce que c'est l'heure de la pub et qu'on ne peut pas dépasser 9h30. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors Sophie, je vous ai coupé en plein vol parce que c'était l'heure de la pub. Non, un mot. Je disais qu'effectivement le président s'exprimait énormément et que j'étais scotchée par ses comportements. On a eu droit à une période mutique. C'est-à-dire que tout le monde disait mais pourquoi il parle pas, pourquoi il explique pas, pourquoi il n'a rien dit pendant toute une période, il était peut-être à l'étranger, un mutisme absolu. Et là tout d'un coup, il est parti. Partout. Il est partout. Et donc, c'est un peu gênant parce qu'on ne sait plus du tout à quoi s'attendre. Alors, moi, je l'ai trouvé pas mal sur la forme hier. J'ai écouté, je me suis dit, bon, allez, on ne va pas juger d'avance, on va écouter sérieusement. Je pense qu'il avait des explications intelligentes. Alors, le problème, c'est que c'est vol au-dessus d'un nid de coucou.
Il est... Non. Comme comparaison. Il est complètement au-delà. Il est fier. Il est plutôt fier de ce qu'il a fait. Ça, c'est la propre du gouvernement. Et si j'étais eux en communication, j'insisterais pas sur la satisfaction de tout ce qu'ils ont fait. Parce que même si c'est vrai, ils ont fait des choses vraiment bien. Ils ont fait des choses bien. Ils ont agi. C'est pas audible. Donc il faut pas expliquer ça comme ça. Mais par exemple, c'est vrai que Choose France, pourquoi pas. Se faire photographier avec Elon Musk, c'est parfait. Dire Choose France. D'abord, je ne supporte pas. On peut dire choisir la France, mais peu importe. Choose France, au moment où 8 jours avant, il a désigné potentiellement les grands patrons français comme fraudeurs. On va les contrôler tous les 2 ans, on va les punir, on va les mettre en place de grève. C'est pas lui, c'est Attal, non? C'est pareil. Oui, c'est pareil. Je suis désolée. Non, mais là, il y a quand même... On ne peut pas à la fois dire Choose France, flatter les patrons étrangers et montrer les patrons français du doigt. Mais c'est un grand classique. Il dit tout et son contraire. Donc c'est ce qu'il appelle le en même temps. C'est-à-dire que, donc voilà. Mais non, mais c'est en plus, c'est ça. C'est la réalité, c'est que c'est ça. Mais je finis par penser que c'est vrai, que c'est un problème. Voilà. Parce qu'il explique d'ailleurs que c'est exactement c'est exactement la raison pour laquelle d'ailleurs les Français n'arrivent plus à l'écouter, ils n'ont plus envie de l'écouter. On parlait des chiffres et de l'audimat et de l'audience qui était particulièrement bas. Mais encore une fois, pour être tout à fait juste, ça fait 1 an que c'est ça, que c'est comme ça. Chaque fois qu'il intervient lors d'une interview télévisée, que c'est pas une allocution, ça fait jamais plus que ça. On a souvent répété que le début de second mandat d'Emmanuel Macron avait un peu des airs de fin de règne. Et malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que les Français sont déjà lassés, on n'en peut plus, on a l'impression, on a très très vite envie de passer à autre chose, de passer à un autre mandat et d'être aux élections présidentielles de 2027. Pas seulement les responsables politiques et les élus, mais aussi les Français. On vous comprend, oui. Disons que la dynamique est plutôt de notre côté. Mais c'est vrai que même par rapport aux promesses qu'il peut tenir, en fait, on n'arrive plus à lui donner du crédit, on n'arrive plus à le croire parce que, avant de parler, il faut regarder d'où il parle. Emmanuel Macron, il nous annonce aujourd'hui qu'il veut faire donc 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes, refilant d'ailleurs la patate chaude ensuite au gouvernement, et c'est à eux d'aller trouver où chercher ces 2 milliards d'euros d'économie. Mais en réalité, Emmanuel Macron, depuis son élection en 2017, il a fait augmenter le taux de prélèvement obligatoire en France. On était à 45,1% en 2017, on était à 45,3% en 2022 du PIB. Il avait augmenté, on se souvient, c'était l'une de ses premières mesures dès 2017, la CSG, notamment sur nos retraités. C'était plus de 20 milliards d'euros de recettes fiscales en plus pour l'État. Donc c'est vrai qu'on a toujours du mal parce que la politique du en même temps revient aussi parfois à avoir des positions qui sont très paradoxales, c'est-à-dire qu'il va faire quelque chose ou annoncer du moins quelque chose le lundi pour faire finalement complètement l'inverse le soir même, si ce n'est le lendemain. Petite interrogation écrite, qui est la secrétaire d'État chargée de la francophonie ? Ah oui, alors c'est une dame qui est d'origine grecque, mais je suis désolé, j'ai plus le Alexis, nom. Vous savez non, le nom, excusez-moi. Elle s'appelle on en a parlé, en plus on en a parlé la semaine dernière, absolument. Elle a été députée européenne. Voilà, elle s'appelle Chrysoula Zakharopoulou et donc elle est secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats auprès d'amis. Elle a un nom typique pour la francophonie. Non, mais c'est bien. Ça, c'est pas gênant. Non, mais c'est amusant. Je refais mon coup de gueule sur l'Institut Paul Bocuse qui va s'appeler Lyme, je sais pas quoi. Choose France, c'est pas mieux, Choose France. Alexis, sur Emmanuel Macron, parce que je vous disais aussi, on parle plus de la réforme des retraites, c'est-à-dire que là, il est en train aussi d'avancer en disant on passe à autre chose, on est dans une autre séquence. C'est tout son plan, c'est-à-dire c'est un rouleau compresseur, les chenilles d'un tank qui sont là pour avancer, mais tout broyer et continuer. Et je crois que lui n'en parle plus, mais c'est pas le cas. Ni des partenaires sociaux, ni des syndicats, ni de nombreux Français qui ne sont pas dupes. Et c'est là où ça ne marche plus. C'est-à-dire que s'il a pu faire cet esbrouf lors du grand débat après les Gilets jaunes, alors que c'était à peu près la même configuration, un collapse démocratique et un risque terrible d'arrêt complètement de toutes ces politiques, là, il veut passer en force, il passe en force, en utilisant à peu près tous les trous de l'égalité de la Ve République, sauf que ça ne marche pas, ça ne marche plus. Il ne peut plus aller dans des hangars se mettre en scène.
usine, parce que là, il y aura un risque pour sa personne. Donc, il est obligé d'aller aux 20h de TF1, d'aller dans une usine avec un périmètre de sécurité de plus d'1 kilomètre, de venir en hélicoptère avec son groupe électrogène pour ne pas que les syndicats coupent et le mettent en sobriété énergétique. Donc, ça ne fonctionne plus. Cet esbrouffe-là ne fonctionne plus. Oui, enfin, on a un pays insupportable aussi. Hein. Non, on n'est pas un pays insupportable. On a un président insupportable qui méprise totalement... On a élu un président à notre image, alors. Voilà. Je ne crois pas que les pays soient insupportables. C'est là où il ne faut pas se tromper. C'est la politique d'Emmanuel Macron et sa façon de faire qui braque tout un peuple. Et lui veut s'enferrer là-dedans. Et c'est un bras de fer. Et c'est pas autre chose. Alors, et je ne crois pas qu'à 1 contre des millions, il peut gagner. Même s'il a... Le problème, c'est que, si vous voulez, le problème de... Je suis désolé, je coupe Alexis Poulet à 30 secondes, mais ce qui me frappe beaucoup et qui finalement finit par m'irriter, c'est que, voilà, des gens qui sont quand même minoritaires politiquement, qu'on le veuille ou non, et qui finalement sont au pouvoir parce que tout simplement ils ont des oppositions qui sont inconciliables, mais qui considèrent qu'ils incarnent l'intérêt général et la raison. C'est absolument insupportable au bout d'un moment. Quand il dit finalement, oui, mais vous comprenez, les opposants à la réforme des retraites sont dans le déni, mais j'allais dire, le président de la République n'a pas le droit de dire ça d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas à qualifier finalement les opposants. Au pouvoir mais attendez, je dis, à un moment donné, un président de la République, il est là aussi à un moment donné pour rassembler la société, mais pour rassembler. Ne veut se rassembler. Non, mais lui, il ne la rassemble pas, manifestement. En l'occurrence, si vous voulez, il y a un vrai problème. C'est qu'on sent très bien qu'il a du mal quand même, malgré tout, à incarner cette fonction qui est celui du président qui est capable de réunir les Français, quelles que soient leurs différences et quelles que soient leurs divergences. Et il stigmatise toujours un peu plus les oppositions. Qu'ils ne soient pas d'accord avec les oppositions. Il a le droit. Il a le droit. Non, mais il a le droit. Mais il n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit de dire qu'il est le seul à avoir le monopole de la vérité. Le problème, c'est que ce pouvoir nous dit en permanence qu'il a le monopole de la vérité. Il n'incarne pas l'intérêt général. C'est tout simplement. Allez, on va parler d'Elisabeth Borne dans un instant et puis de la pomme d'Emmanuel Macron aussi peut-être. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Peut-être un petit extrait de l'interview d'Emmanuel Macron hier, quand Gilles Boulot lui demande s'il n'est pas arrogant. Écoutez. C'est loin. Mais l'adjectif méprisant, je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça. Dans la position où je suis, si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, j'essaierais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays. Je penserais à ma pomme. Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites, de porter des textes difficiles, de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec? C'est pas faux. Ouais. Je suis désolée, c'est pas faux, parce qu'il faut pas non plus. On est mort à Macron, et c'est un peu fatigant. Il est vrai qu'il porte des réformes dont il sait qu'il sera la victime, et il sait qu'il sera totalement impopulaire. Ouais. Donc il a quand même du courage. Il a des convictions. Il a des défauts, on le sait. Il est dans le en même temps, etc. On peut pas dire qu'il essaie pas de faire des choses pour la France. Alexis, je vous ai entendu sourire. Mais... Oui, moi j'avais fait un édito rapidement sur ce passage-là parce que la pomme elle est caramélisée, quoi. On a l'impression d'une tarte tatin, c'est de l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que il parle de mépris, de mensonges, mais je parle de ces nombreux mensonges en campagne, mais aussi au-delà de la campagne où il a toujours ajouté toujours plus. Hein. Là encore une fois, c'est de la promesse de 2 milliards de moins d'impôts, mais on ne sait pas comment ni quelle sera la méthode. Il y a quelque chose de l'ordre de la folie presque, quelque chose d'inquiétant à voir la façon dont il cherche toujours à aller plus loin dans l'antagonisme, dans l'idée d'exciter sur sa personne toutes les violences d'une certaine façon, parce qu'il utilise la violence, on l'a vu, hein, les violences policières lors des manifestations des retraites, lors des gilets jaunes, et il est vraiment dans une sorte de tourbillon qui va nulle part. C'est ça où c'est terrible, parce que oui, il fait des réformes, très bien, mais il y avait un débat avec les partenaires sociaux. Sur la table, il y avait plein de façons de faire des réformes. Rappelez-vous, avant cette réforme des retraites, et c'était une idée de réforme à points avec Monsieur Delevoye qui avait été exfiltré pour des affaires. Donc il y avait plein de façons de faire des réformes. Là, il veut aller très très vite parce qu'il n'a plus que 5 ans, enfin 4 ans, et donc il faut aller le plus rapidement possible avec une politique d'austérité qui ne dit pas son nom. Et c'est évidemment... L'austérité, il distribue des milliards toute la journée. Il y a 3 000 milliards d'euros. Non, il colmate, mais la réalité, c'est que Gabriel Attal et Bruno Le
Maire cherche à faire des économies à peu près partout. Et donc, ça s'appelle une politique d'austérité. Quand je parlais du manque de candidats pour être professeur, ça veut dire moins de fonctionnaires, moins de services publics. Ah ben ça, c'est bien. On voit la dégradation des services publics. Donc, la vérité, elle est là. Et lui continue à faire ce discours totalement déconnecté où les Français ne comprennent plus du tout quel est le but de ce président, si ce n'est de les maltraiter. Et je crois qu'à un moment, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on a un Conseil national de la refondation, qu'on fait des commissions sur la fin de vie, qu'on a une démocratie florissante. On est dans l'inverse de ça, en réalité. Quand on en est réduit à privatiser les Champs-Élysées pour les remonter, pour éviter des casserolades, et bien c'est que là, on a fini, quoi. On est au bout de la corde. Ouais. Surtout, le problème, c'est que contrairement à la petite musique, Emmanuel Macron n'est pas un président courageux. Au contraire, quand on voit qu'il est incapable de faire déjà cet exercice d'introspection, qu'il rejette ça finalement sur une accusation des extrêmes en disant non, je ne suis pas un président arrogant et méprisant, alors que pourtant c'est l'intégralité des Français dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages qui le disent, qui ont cette image. Peut-être que lui peut penser que c'est faux, mais c'est frappé quand même sur le coin du bon sens. C'est quand même quelqu'un, alors lui il essaye de dire si je suis courageux, je mène des réformes qui sont impopulaires, que personne n'aurait osé, etc. Je ne le crois pas. Quand on a un président, vous le citiez d'ailleurs vous-même en début d'émission, quand vous avez un président qui a fui le débat, qui est resté muet et silencieux pendant tout le débat de la réforme des retraites, qui a envoyé au casse-pipe une femme, sa première ministre, Elisabeth Borne, qui était à deux doigts de démissionner si elle n'arrivait pas à faire passer cette réforme, qu'il a ensuite imposé le 49.3, parce que tout le monde sait que le 49.3 n'aurait jamais été utilisé sans la validation et l'accord d'Emmanuel Macron. Désolé, c'est un manque de courage. Il dit je vais au contact des Français. Non, c'est pas un manque de courage, c'est une erreur. Un village de Potemkin pour remettre en scène ses déplacements et aller se disant tantôt dans des usines, tantôt dans des villages, etc. Non, ce sont des erreurs, c'est pas... Non, on peut pas le problème d'Emmanuel Macron, c'est que, si vous voulez, dans le premier mandat, il n'a pas réussi à décliner la feuille de route qui était la sienne, c'est-à-dire la feuille de route de l'adaptation de la France, en tout cas tel qu'il le pensait, à la globalisation, parce que son mandat a été fracassé par la crise des Gilets jaunes, par la crise ensuite sanitaire, et que là, il se dit qu'il lui reste 5 ans pour mettre en place cette feuille de route. Donc il veut le faire au forceps, mais il le fait au forceps sans majorité à l'Assemblée nationale, et en laissant de côté, finalement, tous ceux qui pourraient éventuellement l'aider dans cette tâche sur le plan politique, notamment les syndicats, parce que le fait qu'il se soit... Non, mais attendez, je plaisante pas. Le fait que, attendez, Sophie, le fait qu'il se soit quand même brouillé avec la CFDT, il faut le faire. Vous connaissez beaucoup de gouvernements qui, ces dernières années, se sont brouillés avec la CFDT, et d'autant plus que quand même la CFDT, c'est la deuxième gauche. La deuxième gauche, elle l'a soutenu plus tôt, quand il est devenu président de la République. Il n'en était pas très éloigné. Il a des tas d'éléments de la deuxième gauche qui sont aujourd'hui avec lui. Il a réussi à se brouiller avec eux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème, non seulement, j'allais dire, de fond, mais il y a un problème de méthode chez Emmanuel Macron. Certainement. Parce que tout simplement, vous dites il est courageux, je ne sais pas s'il est courageux, mais ce qui est sûr, et ce qui apparaît aujourd'hui à grand nombre de nos concitoyens, c'est qu'il apparaît d'une assurance telle qu'il n'écoute personne. On a un pouvoir qui est aujourd'hui extrêmement isolé. Et quand le pouvoir s'isole, il se retrouve seul avec ce que Emmanuel Macron appelle la foule, mais qui s'appelle la société. Alors, je partage beaucoup de choses de ce que vous dites. Il y a quand même quelque chose qui est très clair, c'est que les syndicats, c'est niette en France. Et c'était niette pour la réforme des retraites. Il n'y avait aucun moyen. Ils ont tous immédiatement eu un front syndical contre les retraites. La CFDT, ça n'a pas été le cas. Alors, attendez, je finis. Ils sont tous contre. Alors, maintenant, aussi, comment tendre la main, il a dû vaguement essayer de le faire. On a à l'Assemblée nationale des partis qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est voter le contraire de celui d'à côté. Non, c'est faux. Mais dès que le Rassemblement national veut quelque chose, tout le monde hurle en disant si le Rassemblement national le veut, on n'en veut pas. Mais non, ils ont voté les mesures pour le pouvoir d'achat en début de législature. Oui, non, mais il y a peut-être un ou deux éléments. Parce que voter contre une mesure pour le pouvoir d'achat, c'était pas facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette France aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est irréconciliable. Oui, mais la France insoumise. Mais donc vous dites, c'est pas que de la faute de Macron. J'ai un auditeur. Non, c'est pas que de la faute de Macron. Ça suffit le Macron bashing. Oui, ça suffit un peu. Je veux dire, tout est de la faute de Macron dans ce pays. Je pense effectivement qu'on y va beaucoup. Moi, j'ai un auditeur qui m'envoie un SMS en disant c'est la première fois que j'ai trouvé Macron très bon depuis 5 ans hier, parce que je suis désolée, il n'a pas été mauvais du tout, il avait une capacité d'expliquer, etc. Là où vous avez raison, c'est qu'il est plus crédible, on l'entend plus parce que il a dit autre chose et que ça s'est pas réalisé, mais nous sommes absolument
irréformable. Je veux dire que cette Assemblée nationale, je ne sais pas comment on fait. S'il n'y avait pas Macron, je ne sais pas comment on ferait pour l'instant. Je veux bien le remplacer, mais dites-moi par qui. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, Sophie. Dites que vous êtes irréformable. La France est un pays qui, depuis 30 ans, n'a pas arrêté de s'adapter. Ce discours qui est conduit par un certain nombre d'élites... On est révolutionnaire quand même. Non, mais je veux dire, attendez, vous regardez, je veux dire, la disparition des services publics, la diminution... Mais non, mais c'est la réalité. Je veux dire, c'est des chocs d'adaptation qui ont été injectés dans la société française depuis 30 ans. Dire qu'on ne s'est pas adapté, qu'on est irréformable, c'est faux. Non, je dis en ce moment. Non, c'est vrai. Mais en ce moment. Je parle de la période actuelle. Ouais. Ben, la période actuelle n'est rien d'autre que la continuation des périodes que nous avons connues, sauf que Macron essaye d'accélérer et qui n'y parvient pas. On a un gouvernement quand même assez lamentable, je vois là. François Braun confesse qu'il serait inquiet si un soignant anti-vax le prenait en charge. Mais enfin, il est ministre de la Santé. Enfin, il a vraiment dit ça ? Oui, il a vraiment dit ça. Et ce matin, il était sur notre antenne. Patrick Roger lui a posé la question de l'interdiction de ce. Alors, je ne sais plus quelle est la molécule qui ressemble au cannabis et qui est en vente libre. Il dit oui, j'ai demandé à ce qu'on s'y intéresse. Mais bon sang, tous les médecins, les addictologues. Donc, il faut encore une énième étude pour prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on attend ? Mais là, il confesse qu'il serait inquiet si un soignant anti-vax. Mais il est ministre de la Santé. Enfin, c'est pas des paroles de ministre de la Santé. Pardon, ce qui est très grave, c'est que c'est une erreur médicale parce que on sait que être vacciné ne protège pas. Non, on va pas rentrer sur le débat. On va pas rentrer dans ce débat, Sophie. Non, mais il fait une erreur. Non, il fait pas. Pour moi, il fait pas une erreur. Non, il fait pas une erreur. Mais ça, c'est un autre. Alors on laisse tomber. C'est une question morale. C'est une question de dire qu'un soignant non vacciné est quelqu'un qui ne croit pas en la science d'une certaine manière. Mais ça, c'est pas totalement faux non plus. On va pas entamer ce débat-là, mais je tombe de l'armoire en voyant ça. Mais c'est pas les paroles d'un ministre de la Santé. Non, c'est vrai. C'est ça qui est dingue. Il faut arrêter. Surtout quand on vient de prendre la décision inverse. Enfin, je veux dire, soit vous êtes inquiet, vous dites je suis ministre de la Santé et je ne veux pas qu'on réintègre ces soignants, soit vous dites bah oui, non, finalement. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas un ministre qui prend une décision, parce que moi, ce que je trouve scandaleux, même quand il y a des bonnes nouvelles, alors là, on le confisque immédiatement. Il n'y a pas un ministre qui peut annoncer des nouvelles le concernant son ministère. Si, même la première... Il fait prendre des arrêtés à ses préfets qui sont invalidés par les tribunaux administratifs ensuite. Donc il prend des décisions, mais malheureusement ça passe pas. Alors je voudrais qu'on parle des 1 an d'Elisabeth Borne. C'est aujourd'hui. Un mot tout de même sur ce livre qui est sorti sur elle et qui parle de sa vie privée. Écoutez ce qu'elle disait hier. Elle était interviewée par Quotidien. Je me demandais si ce livre, ça a été votre livre de chevet pendant le voyage. Non, pas du tout. Avant le décollage, vous avez fait savoir que vous souhaitiez retirer certains passages de ce livre. C'est pas une décision anodine quand on est Première ministre. J'ai pas lu le livre en détail, mais tous ceux qui l'ont lu me disent qu'il y a des passages qui portent atteinte à ma vie privée, sans aucun intérêt par rapport à ma vie publique. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien de marquer les limites, en fait. Et certains passages sur votre orientation sexuelle ou sur votre rapport à l'alimentation, ça va trop loin. Enfin, il y a des tas de passages, vous savez, c'est un livre qui détaille le suicide de mon père quand j'avais 11 ans, qui détaille la relation avec mon fils, avec mon ex-mari, il y a des années de ça, qui parle de mes supposés problèmes de santé. Donc voilà, je trouve que trop c'est trop. Est-ce que les passages vont être supprimés ? C'est bon, on a donc elle a demandé à ce que certains passages soient supprimés. Moi je trouve que ça n'a aucun intérêt d'avoir ce genre de détails et qu'elle a raison. Je suis assez d'accord, elle a raison. Et qu'elle a raison. Ouais, moi aussi. Franchement, c'est pas Parce qu'au moins on peut faire quelque chose pour un livre, alors que sur les réseaux sociaux on peut rien faire. Oui. C'est la recherche du voyeurisme qui me paraît totalement déplacée. Elle a raison de défendre sa vie privée. Et sa vie privée est inviolable. Ce qui est tout à fait normal pour toute personne. Alors l'éditeur dit qu'elle avait autorisé. Elle n'a rien autorisé du tout. Qu'est-ce qu'elle a autorisé ? Vous plaisantez ou quoi ? Non, je plaisante pas. Je vous dis ce que dit l'éditeur. L'éditeur a publié aussi des mémoires, je ne sais plus de qui, j'avais fait un coup de gueule. Enfin bref, c'est... Non, mais je suis d'accord. On est tous d'accord. L'archipel. L'archipel qui est pas terrible. Non, oui, voilà, je pense elle a raison de protéger sa vie privée. D'autant plus qu'elle la protège, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien. Alors vraiment, c'est quelqu'un qui, pour le coup, ne joue jamais sur sa vie privée. Il y a eu une fausse paparazzade quand même avec cet homme. Effectivement, c'est là où elle a peut-être commis une erreur. Elle a commis une erreur là-dessus. Elle a quand même voulu raconter qu'elle avait un copain qui est
Bon, alors c'est un an, il n'était pas que depuis 6 ans. 2 ans, oui. Enfin, peu importe. Politiquement, les 1 an, vous en tirez quel bilan ? Moi, je pense qu'elle est très courageuse. Je l'ai eu comme ministre. Je l'ai eu comme ministre du Travail. Vous êtes vraiment la porte-parole du courage aujourd'hui. Oui, mais vous vous rendez compte qu'elle... Il en faut bien, il y en a pas tous les jours. Mais non, mais je suis finalement un peu nuancée. J'ai détesté la ministre du Travail qu'elle a été. Elle n'était pas communicante, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Je n'aime pas, je ne suis pas de son bord, je n'aime pas ses positions. Qu'est-ce qu'elle prend ? Qu'est-ce qu'elle assume ? Ah là là, non mais je suis désolée. Comme tous les premiers ministres, non ? Dans l'histoire de la 5e République, les premiers ministres qui ont pris, il y en a beaucoup. Moi, j'admire, parce que ça doit être dur à vivre. Arnaud Benedetti, son bilan. Et puis elle a quand même... Allez-y, Arnaud. Elle finit juste. Elle a quand même été un peu contre le président. Elle essayait d'aller au bout de ses convictions. Elle ne voulait pas de 49-3. Moi, je pense que celui qui est critiquable par rapport à ça, c'est Macron, c'est pas elle. Je crois qu'elle a tout dit, là, Sophie. En l'occurrence, le problème, c'est pas la première ministre, sauf qu'il va l'user, la démonétiser jusqu'au bout, et puis il en changera quand il considérera qu'elle ne joue plus le rôle de paratonnerre. Mais elle joue pas le rôle de paratonnerre, d'ailleurs. Non, très franchement, elle s'en sort. En termes d'opinion, elle s'en sort aussi bien que lui. Donc, je crois que le problème n'est pas Elisabeth Borne. On disait d'ailleurs, quand elle est arrivée première ministre, on disait oui, c'est quelqu'un qui semble assez froid en termes de personne, très technocratique, etc. Bon, je crois que rien n'a véritablement changé en 1 an. Elle s'est pas à un moment donné révélée. On a vu comment elle a essayé et comment elle a subi la séquence des réformes des retraites. Après, je ne suis pas là pour faire dans la compensation ou dans la pitié. Elle récolte seulement ce qu'elle sème. À partir du moment où elle prend des décisions qui vont contre l'avis de la majorité des Français, bien évidemment, elle n'en sera que plus détestée et l'opinion ne sera pas forcément favorable à son égard, mais ça, elle ne pourra s'en prendre qu'à elle-même. À ce propos, d'ailleurs, je fais une réflexion qu'on a vécue. On n'a plus le droit, dans les cabinets ministériels, d'avoir quelqu'un au téléphone. Il faut être autorisé. Ils ne prennent plus, nous sommes un mouvement patronal, ils ne prennent plus personne. C'est passé dans les règles. Ils ne veulent plus prendre des gens qu'ils ne connaissent pas au téléphone dans les cabinets ministériels. Bon, écoutez, Alexis, vous nous direz ce que vous en pensez la prochaine fois. Alors, effectivement, elle a accordé une interview à Bérangère Bond qui a fait la biographie, mais enfin, vous pouvez accorder une interview sans savoir ce qui va ressortir dans le bouquin. Donc, c'est pas totalement autorisé. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans un instant, Jean-Baptiste Marteau pour parler d'un doc formidable qui sera diffusé sur France 2 à l'occasion de la journée contre l'homophobie. À tout de suite.